Domine ton esprit maintenant. Ne marchande pas avec tes peurs, n'attends pas la motivation, n'attends pas l'approbation. Prends le contrôle du seul territoire qui définit vraiment ta vie, ton monde intérieur. Parce que tout ce que tu fais, absolument tout, commence dans ton esprit. La manière dont tu réagis, l'importance que tu donnes aux problèmes, le courage que tu mets dans chaque geste et la force que tu mets dans chaque décision. Quand cet espace est indiscipliné, tu perds ton focus, tu perds ton énergie, tu perds ton temps. N'importe quoi t'atteint, n'importe qui te déstabilise, n'importe quel défi t'abat, et ça ne peut plus continuer. Connais ton territoire intérieur, entre dedans avec assurance. Si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, tu vas répéter d'anciens schémas, tomber dans les mêmes pièges, te saboter sans t'en rendre compte. Ce que tu tolères dans ton esprit, tu le vivras dans ta vie. Les stoïciens ont découvert la vérité la plus dure et la plus libératrice en même temps. Le monde extérieur ne t'obéit pas, mais ton esprit, lui, t'obéit. Et c'est ça qui change tout. Marc Aurèle commandait des armées, des crises, des décisions qui touchaient des continents entiers. Mais malgré tout, il a écrit la phrase qui résume le secret du pouvoir. « Si je ne me gouverne pas moi-même, rien d'autre ne reste en ordre. » Alors décide maintenant. Gouverne ton esprit, ajuste ton focus, réécris tes interprétations, renforce tes émotions, arrête de réagir. Commence à diriger. Cette vidéo va te transmettre des stratégies stoïciennes pour créer de la clarté, construire une force intérieure, maîtriser tes réactions et transformer l'environnement autour de toi sans dépendre de personne. Parce qu'il n'existe qu'un seul pouvoir qui survivra à n'importe quelle crise, n'importe quelle perte, n'importe quel changement, le pouvoir de te gouverner toi-même. Et quand tu te gouvernes vraiment, tout change de place, tes limites, tes relations, tes opportunités, ta manière d'affronter la vie. Avant de commencer, je vais juste te demander 2 choses simples. Aime cette vidéo et partage-la. Comme ça, ce contenu arrive à ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle leur force. Maintenant oui, allons aux 9 stratégies stoïciennes qui vont élever ton esprit à un autre niveau. Stratégie 1. Assume ta propre voix. Il arrive un moment dans la vie où tu dois décider qui est vraiment aux commandes, toi ou le monde autour de toi. Et pour les stoïciens, cette décision commençait toujours au même endroit, dans ce positionnement intérieur, sur cette ligne invisible où tu déclares pour toi-même que plus personne n'a d'autorité sur ton esprit. Il savait s'imposer sans hausser le ton, sans discuter, sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il se positionnait parce qu'il connaissait leurs capacités, comprenait leurs forces et avait pleinement conscience qu'aucune circonstance extérieure n'avait le pouvoir de commander leur propre réaction. Pense à Épictète. Né esclave, humilié, frappé, il a entendu des insultes que beaucoup ne supporteraient pas. Et pourtant, quand son agresseur a essayé de lui briser la jambe, il a dit « Tu peux attacher ma jambe, mais même Zeus n'a pas le pouvoir de briser ma liberté de choisir. » Cette phrase, ce n'est pas de la jolie philosophie, c'est une vérité dure sur la vie. Rien de ce qui t'arrive n'a le pouvoir de briser ta liberté de choisir. Aucune provocation, aucune critique, aucun problème inattendu, aucune difficulté que la vie met sur ton chemin. Même quand tout semble hors de contrôle, il reste un point qui demeure entre tes mains, la manière dont tu réagis. Et c'est là que naît ton pouvoir, c'est là que tu te positionnes, c'est là que tu t'imposes. N'abandonne pas ce droit parce que quelqu'un t'a coupé la route, parce que quelqu'un t'a parlé trop fort, parce que quelqu'un a rabaissé ton avis pendant une réunion. N'abandonne pas ton pouvoir parce que quelqu'un a essayé de te déstabiliser. Respire, observe et déclare à l'intérieur, avec une fermeté silencieuse, « Je maîtrise mon esprit, je maîtrise mes réactions. » Quand tu fais ça, n'importe quel problème perd la moitié de sa force. La situation cesse de paraître gigantesque, elle cesse de t'entraîner, elle cesse de te contrôler. Elle redevient simplement ce qu'elle est réellement, un événement, pas une sentence. Les stoïciens n'avaient aucun contrôle sur ce qui pouvait arriver, mais ils maîtrisaient entièrement ce qui se passait en eux, et c'est pour ça qu'ils maîtrisaient leur destin. Se positionner, ce n'est pas être dur ou inflexible, c'est savoir qu'il existe une limite que personne ne traverse, la limite de ton domaine intérieur. Et la partie la plus importante, c'est que ce pouvoir n'est ni un talent, ni une question de génétique, ni une question de chance. C'est un entraînement mental, et il est disponible pour toi à partir de maintenant. Stratégie 2.
Rien ne mérite de te dominer. Sénèque disait « Présente-moi un homme qui ne soit pas esclave ». Puis il ajoutait « Certains le sont du tabac, d'autres du sexe, d'autres de l'argent, beaucoup de la paresse, et presque tous de la peur. » Et pour lui, il n'existait pas de servitude plus honteuse que celle qui naît à l'intérieur de nous. Des choix que nous répétons sans nous en rendre compte, des habitudes que nous acceptons sans les questionner. C'est la partie la plus dure de sa phrase, l'esclavage intérieur. Le type d'emprisonnement que personne ne voit mais qui te consume en silence. Parce que tout ce dont tu ne parviens pas à t'éloigner, tout ce que tu n'arrives pas à réduire, à interrompre ou à contrôler, te domine. Tu crois être aux commandes, mais tu es entraîné par des impulsions que tu n'as pas choisies consciemment. Et c'est ici que vient la partie que presque personne n'aime entendre. Aucune évolution morale, émotionnelle, physique ou financière n'arrive sans un choc de conscience. Un moment où tu te regardes honnêtement et tu réalises que quelque chose est en train de t'enlever ta liberté, de drainer ton énergie, de voler ta clarté. Les stoïciens ne disaient pas cela pour humilier ou punir. Ils le disaient pour réveiller, pour rappeler que l'être humain a un potentiel immense, mais que ce potentiel s'évapore dès que tu te rends aux petites exceptions. Parce que c'est ainsi que commence l'esclavage moderne. Ce n'est pas avec de grandes chutes, c'est avec ces petits « juste pour aujourd'hui, ce n'est pas grave, personne ne le saura ». Chaque minime déviation paraît innocente jusqu'à ce qu'elle devienne une chaîne, une dépendance, une fuite, une prison. Et chaque fois que tu cèdes à l'impulsion la plus facile, la nourriture que tu avais promis d'éviter, la distraction qui paralyse ton attention, l'habitude que tu avais juré d'abandonner, tu ne fais pas que répéter un comportement, tu remets une partie de ton pouvoir. C'est ainsi que nous perdons l'autocontrôle, grain après grain. C'est ainsi que la discipline se dissout, jour après jour. Et c'est ainsi que l'esprit, autrefois solide, commence à se courber devant ce qu'il devrait commander. Mais il existe ici une vérité libératrice. L'autonomie ne naît pas quand tu triomphes d'un obstacle énorme. Elle naît quand tu refuses ce qui t'enchaîne de l'intérieur, une fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que la chaîne finisse par rouiller. Les stoïciens y croyaient profondément. Il n'existe pas de grandeur sans liberté, et il n'existe pas de liberté sans domination intérieure. Et cette domination commence maintenant, lorsque tu regardes honnêtement tes propres dépendances et que tu dis « Rien ne me gouverne, rien n'a plus de pouvoir sur moi que moi-même ». C'est cette déclaration qui change tout. C'est le véritable début de ton pouvoir mental. C'est le commencement de la vie que tu es en train d'essayer de construire. Stratégie 3. Mets tes valeurs sur le papier. Avant de gagner en force dans le monde, tu dois d'abord gagner en clarté à l'intérieur de toi. Et les stoïciens savaient très bien cela. Ils comprenaient que la vie se désorganise exactement au moment où nos valeurs cessent d'être conscientes, écrites, visibles, et commencent à exister seulement comme des intentions vagues dans la tête. Et toute personne qui vit seulement dans l'intention se perd, parce que rien n'est plus dangereux que d'avancer sans direction. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps d'écrire tes valeurs, mais réfléchis avec moi. Comment espères-tu avoir de la confiance en toi si tu ne sais même pas clairement ce que tu défends? Comment veux-tu prendre de bonnes décisions si tu ne connais pas les limites qui soutiennent ton intégrité? Comment veux-tu ressentir de la paix si tu n'as pas encore décidé ce qui est non négociable pour toi? Des chercheurs ont passé 25 ans à analyser des entreprises et ont découvert quelque chose d'impressionnant. Les sociétés qui avaient leurs valeurs écrites avec une clarté absolue ont gagné 700% de profit en plus que celles qui ne les avaient pas. 700%, non pas parce qu'elles étaient plus intelligentes, mais parce qu'elles avaient un cap. Avoir ces valeurs écrites, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, tu arrêtes de trébucher. Et dans la vie personnelle, c'est pareil. Notre esprit fonctionne de la même manière. Ce qui est clair à l'intérieur se reflète toujours dans ce que nous créons à l'extérieur. Et c'est ici que commence le vrai défi. Quelles sont les valeurs qui soutiennent la personne que tu essaies de devenir? Qu'est-ce que tu défends quand personne n'applaudit? Qu'est-ce que tu protèges quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu ne négocierais jamais, même si cela te coûtait du confort, du temps, de l'énergie ou ta réputation? Tu valorises ta famille, ta foi, ta santé, ta discipline, ta liberté, la vérité, la compassion, le courage, la responsabilité. Écris-les. Oui, écris-les parce que l'esprit oublie,
Mais le papier ne trahit jamais. Quand tu poses ces valeurs devant toi, quelque chose change à l'intérieur, comme si, soudain, une ligne intérieure devenait inviolable. Et comprends bien, ce ne sont pas tes discours qui révèlent tes valeurs, ce sont tes actions. Ce n'est pas ce que tu dis valoriser, c'est ce que tu fais quand tu es fatigué, irrité, inquiet ou sous pression. C'est dans ces moments-là que ton âme se montre, c'est là que ton caractère parle plus fort que tout. Écrire tes valeurs est un serment, un engagement silencieux que tu fais avec ta meilleure version. Et plus tu vis aligné avec ces valeurs, plus tu ressens de légèreté, plus tu construis de cohérence, plus tu gagnes en confiance parce que rien n'apporte plus de paix que de savoir que ta vie a un principe, une direction et une vérité. Alors fais-le aujourd'hui. Écris, déclare sur le papier ce qui te soutient, et chaque fois que la vie te mettra à l'épreuve, reviens à cette feuille et rappelle-toi, celui qui a ses valeurs écrites ne se perd jamais. Stratégie 4. Nettoie ton esprit. L'esprit sale, chargé, trop occupé, c'est comme une petite pièce où tu essaies de vivre au milieu du chaos. Rien ne circule, rien ne s'aligne, rien ne respire. Les stoïciens disaient qu'un esprit trop rempli perd de la force, perd de la clarté, perd de la direction. Et c'est pour ça qu'ils pratiquaient une habitude qui semble simple, mais qui change absolument tout. Nettoyer l'esprit chaque jour, comme quelqu'un qui enlève le surplus pour voir l'essentiel. Marc Aurèle faisait ça en écrivant, Sénèque faisait ça en réfléchissant, Épictète faisait ça en questionnant ses propres pensées avant d'y croire. Chacun avait sa méthode, mais tous avaient le même objectif, ne pas porter un poids qui n'avait pas besoin d'être porté. Toi aussi, tu portes trop de choses. Tu portes des conversations anciennes, des inquiétudes qui ne sont même pas les tiennes, des peurs qui ne se sont jamais confirmées, des attentes qui te mettent la pression, des pensées recyclées qui tournent dans ta tête comme une machine qui ne s'arrête jamais. Et plus tu portes de choses, moins il reste d'espace pour ce qui compte vraiment. L'esprit n'a pas été fait pour vivre rempli à ras-bord, il a été fait pour fonctionner avec de l'espace, pour penser avec clarté, pour ressentir avec conscience, pour décider avec calme. Et c'est pour ça que nettoyer ton esprit est un acte de protection, pas de faiblesse. Pense à ton esprit comme à un bureau de travail. S'il est couvert de papier, d'objets, de déchets, de miettes, de restes d'hier, tu n'arrives pas à travailler correctement. Tout devient distraction, tout te gêne. Mais quand tu nettoies ce bureau, quand tu organises l'espace, le simple fait de le regarder t'apporte déjà de la tranquillité, du focus et de la présence. Pour l'esprit, c'est pareil. Un esprit propre réagit mieux, ressent moins, souffre moins, choisit plus. Tu commences à différencier ce qui est réel de ce qui est inventé par ton anxiété, ce qui est urgent de ce qui n'est que du bruit, ce qui t'appartient de ce qui n'est que projection des autres. Et nettoyer ton esprit, ce n'est pas effacer les problèmes, ce n'est pas faire semblant que rien n'existe, c'est choisir consciemment ce qui mérite de rester, c'est dire « ça, je l'affronte, ça, je le lâche, ça, je refuse de le porter ». C'est ici que tu reprends le contrôle, c'est ici que tu récupères ton énergie, c'est ici que tu redeviens toi. Alors fais comme les stoïciens. Arrête-toi quelques minutes par jour et observe tes pensées comme on observe le ciel. Certaines sont des nuages qui passent, d'autres sont des tempêtes que tu crées sans t'en rendre compte, d'autres ne sont que de la poussière soulevée par quelqu'un qui a croisé ton chemin. Laisse partir ce qui doit partir. Écris ce qui t'alourdit. Remets en question ce qui te fait peur. Respire avant de croire à la première histoire que ton esprit invente. Nettoyer ton esprit est un acte spirituel, philosophique et profondément pratique. C'est ce qui redonne de la légèreté à ce qui était lourd et du silence à ce qui te criait à l'intérieur. Les stoïciens faisaient ça pour mieux vivre. Toi, tu le fais pour vivre plus libre. Et cette liberté commence par un geste simple. Enlever le surplus pour laisser apparaître l'essentiel. Stratégie 5. Décide jusqu'où tu vas. À un certain moment de ta vie, tu dois décider jusqu'où tu vas pour toi et jusqu'où tu ne vas plus pour personne. Parce que, quand tu ne définis pas tes limites, le monde les définit à ta place, et presque toujours de la pire manière. Les gens poussent, testent, franchissent des frontières invisibles, et avant même que tu t'en rendes compte, ce qui n'était qu'une petite intrusion devient un territoire entier envahi. Tes émotions, ton esprit, ton énergie, ta paix. Les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres.
Les limites sont des portes pour protéger ce que tu ne peux pas perdre, ta clarté, ta dignité, ta force intérieure. Et si tu ne décides pas ce qui est acceptable et ce qui dépasse la ligne, quelqu'un finira inévitablement par décider à ta place. La vérité est simple et inconfortable. Tout ce que tu tolères devient une norme. Tout ce que tu acceptes en silence devient une routine. Tout ce que tu permets une fois se répète 10 fois. Et c'est ainsi que beaucoup perdent le contrôle de leur propre vie, non pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites invasions quotidiennes qu'ils n'ont jamais eu le courage de nommer comme des limites brisées. Pense à cela quand tu supportes des remarques méchantes, quand tu ravales des manques de respect petits, quand tu portes les déchets émotionnels des autres comme si c'était ta responsabilité. Tu n'es pas en train d'être bienveillant, tu es en train d'être envahi. Et chaque intrusion silencieuse vole un morceau de ta force mentale. Dominer ton esprit, ce n'est pas seulement penser avec clarté, c'est savoir où tu finis et où l'autre commence. C'est reconnaître qu'il existe une ligne sacrée en toi que personne ne traverse. C'est comprendre que ta paix a de la valeur et que cette valeur doit être défendue avec fermeté, pas avec agressivité, mais avec conscience. Définir des limites est un acte profond de soin de soi et de maturité émotionnelle. C'est regarder une situation et dire, avec calme et assurance, « Cela, je le reçois. Cela, je ne le reçois pas. Cela, j'accepte. Cela, je n'accepte pas. » Pas par orgueil, pas par affrontement, mais parce que tu as enfin compris que ton esprit n'est pas un territoire ouvert. C'est un espace qui a besoin d'ordre, de respect et de protection. Et quand tu définis tes limites avec clarté, quelque chose de puissant se produit, les envahisseurs reculent, les problèmes diminuent, les bruits perdent de leur force. Et, pour la première fois, tu ressens le poids de la liberté intérieure, cette sensation que ta vie est revenue entre tes mains. Les stoïciens le savaient, ils ne contrôlaient pas le monde, mais ils contrôlaient qui pouvait entrer dans leur monde intérieur. Et c'est pour cela qu'ils étaient inébranlables. La limite que tu définis aujourd'hui est la force que tu ressentiras demain. Et personne ne peut le faire à ta place. La ligne est à toi. Le choix est à toi. La protection aussi. Stratégie 6. Cesse de te punir. Pardonne-toi. Il existe une prison silencieuse que presque personne ne remarque qu'elle vit, la prison de ne pas se pardonner. Et tant que tu restes enfermé là-dedans, aucune réussite extérieure ne va te donner la paix. Aucun changement ne va te sembler suffisant et aucune évolution ne va vraiment se produire. La vérité, c'est que le pardon, surtout le pardon envers soi-même, est la seule chose capable de te libérer pour de bon. Quand tu ressens de la colère pour avoir laissé passer cette opportunité qui aurait pu changer ta vie, quand tu ressens de la honte pour les situations que tu as acceptées, pour les mots que tu as retenus, pour les fois où tu t'es rétréci pour ne déplaire à personne, quand tu ressens de la peine envers toi-même en te souvenant de la lâcheté, de l'hésitation, des choix qui, tu le sais, n'ont pas honoré la personne que tu voulais devenir. Ces sentiments portent des noms différents, mais l'effet est toujours le même. Ils te gardent prisonnière d'un passé qui n'existe plus. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que rien ne se produit par hasard, que rien n'arrive contre toi, mais pour toi, pour façonner ton caractère, pour éveiller ta conscience, pour fortifier ton âme. C'est pour cela qu'ils ne gaspillaient pas de temps dans la colère, la culpabilité ou l'autopitié. Ils utilisèrent leur temps pour entraîner la maîtrise de soi. Parce que lorsque tu consacres ton énergie à gouverner ton esprit, tu comprends que ces émotions fortes ne servent pas à évoluer. Elles servent à te garder enfermé. C'est comme un filet de pêche. Chaque pensée négative ajoute un tour de plus. Chaque souvenir amer resserre le nœud, chaque regret tisse un nouveau fil. Et quand tu t'en rends compte, tu es complètement empêtré, essayant d'avancer, mais toujours en train de te tirer en arrière. Le pardon est la seule façon de déchirer ce filet. Pardonner ne signifie pas oublier, ni justifier, ni minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie arrêter de porter sur tes épaules le poids de quelque chose qui appartient déjà au passé. Cela signifie regarder ton histoire avec maturité et dire « J'ai fait du mieux que je pouvais avec la conscience que j'avais. Et maintenant, je choisis d'avancer. » C'est le moment où tu recommences à respirer. C'est le moment où ta force revient. C'est le moment où tu te replaces
comme protagoniste de ta propre vie. Parce que la culpabilité te paralyse, mais le pardon te rend le mouvement. La honte te diminue, mais le pardon te rend la dignité. La colère t'aveugle, mais le pardon te rend la clarté. Et comme les stoïciens le faisaient, tu peux toi aussi décider aujourd'hui que ton passé ne va pas commander ton présent. Te pardonner n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage, le courage de te libérer. Stratégie 7. La bonne routine transforme n'importe qui. Et ce que presque personne ne remarque, c'est que ta vie n'est pas définie par les grands moments, mais par les petits gestes que tu répètes quand personne ne te regarde. Et quand tu n'as pas une routine claire, tu passes tes journées à réagir, à éteindre des feux, à courir derrière le temps, à essayer de retrouver une sensation de contrôle qui, au fond, n'arrive jamais. Les stoïciens avaient compris ça avec une lucidité impressionnante. Pour eux, une routine n'était pas de la monotonie, ce n'était pas de la rigidité. Ce n'était pas une prison, c'était une forme de liberté, parce qu'un esprit qui ne sait pas où il va devient esclave des distractions, des impulsions, des problèmes, et de tout ce qui se présente sur son chemin. Pense à Marc Aurèle. Même en étant empereur avec des guerres, des réunions, des pressions et des responsabilités inhumaines, il écrivait tous les jours, il réfléchissait, il organisait ses pensées, il se préparait à ce qui allait arriver, parce qu'il savait qu'une vie sans direction devient un bateau livré au vent. Et c'est exactement ce qui t'arrive quand tu te réveilles et que tu laisses la journée t'emporter. Sans t'en rendre compte, ton énergie se disperse, ton attention se fragmente, et chaque petite urgence t'éloigne de ce qui compte vraiment. Créer une routine, ce n'est pas chercher à tout faire parfaitement, c'est construire un terrain solide où ton esprit peut respirer, penser et agir avec clarté. C'est décider consciemment quelles sont les petites actions qui te remettent dans ton axe, et répéter ces actions jusqu'à ce qu'elles construisent en toi la vie que tu veux vraiment vivre. Ça peut être quelque chose de très simple. Se lever à la même heure, lire 10 minutes, organiser ton espace avant de sortir, faire une petite liste de ce qui compte vraiment dans la journée, marcher quelques minutes, prendre soin de ton corps, écrire ce que tu ressens. Peu de choses, mais faites avec présence et intention. Parce que c'est exactement ce qu'une bonne routine apporte. Elle t'ancre, elle te protège du chaos, elle te rend le contrôle. Sans routine, tout devient une priorité. Avec une routine, seul l'essentiel reste debout. Et il existe quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu crées une routine, tu entraînes ton esprit à avoir confiance en toi. Tu te montres que tu es quelqu'un qui respecte ce qu'il promet, qui continue, qui avance, qui ne dépend pas de la motivation, mais de l'engagement. C'est comme ça que naît la véritable discipline, du simple, du répété, de ce qui semble petit, mais construit des géants. Alors choisis aujourd'hui un ensemble minimal de rituels quotidiens, 2, 3, pas plus, et traite-les comme la base de ta forteresse mentale, parce que quand ta routine te soutient, aucune tempête n'a la force de te renverser. Stratégie 8. Développe ta force mentale. Il existe une force que personne ne voit, mais qui détermine chaque pas de ta vie, la force intérieure. Elle ne naît pas des compliments, ni de la chance, ni des moments faciles. Elle naît de ce que tu traverses, de ce que tu supportes en silence, de ce que tu affrontes même quand tu n'as aucune certitude de réussir. Et il existe une loi simple qui gouverne cette force. Une fois que tu as vaincu le grand, le petit ne t'effraie plus jamais. Après avoir résisté à une douleur profonde, tu deviens capable de gérer des inconforts plus légers sans perdre ton équilibre. Après avoir affronté un conflit difficile, tu gagnes le courage de traverser des discussions mineures avec maturité. Après avoir agi avec honnêteté face à des sommes importantes, l'intégrité devant des valeurs plus petites devient ton réflexe naturel. Les stoïciens savaient cela. Ils savaient que chaque grande adversité entraîne quelque chose en toi, quelque chose qui ne revient jamais à son état d'origine. C'est comme un métal qui, après avoir traversé le feu, se durcit, tu en ressors différent, plus conscient de ta capacité, plus sûr de ton propre esprit. La base de la confiance en soi ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la répétition de petites fidélités intérieures. Chaque fois que tu choisis tes valeurs au lieu de la facilité, tu poses une brique. Chaque fois que tu agis avec courage malgré la peur, une autre brique. Chaque fois que tu dis la vérité, même quand le mensonge serait plus pratique, encore une brique.
Et, brique après brique, tu bâtis en toi une structure que personne ne voit, mais qui soutient absolument tout, la confiance profonde que tu es capable de gérer ce qui vient. Cette force intérieure n'apparaît pas d'un coup. Elle ne surgit pas dans un moment d'illumination. Elle se forme dans le quotidien, ce jour où tu as décidé de ne pas dépasser tes propres limites. Ce moment où tu as affronté ce que tu évitais. Cette conversation difficile que tu as eu le courage de tenir. Ce non que tu as prononcé parce que tu savais que tu devais te protéger. C'est ainsi que le caractère se solidifie. C'est ainsi que le courage s'affûte. C'est ainsi que l'estime de soi se relève après des années en ruine. Pense à la force intérieure comme à une racine. Elle n'apparaît pas à la surface, elle n'attire pas l'attention, elle n'a rien à prouver. Mais c'est elle qui maintient l'arbre debout pendant la tempête. Plus elle est profonde, plus tu deviens solide. Chaque choix aligné avec tes valeurs les plus hautes renforce cette racine. Chaque attitude intègre, même minuscule, façonne silencieusement la personne que tu es en train de devenir. Et plus tu répètes ces comportements, plus ils cessent d'être un effort pour devenir une identité. La force intérieure n'est pas de la chance, ni un don, ni un destin. C'est une construction, une discipline, le travail discret de vivre en cohérence avec la personne que tu veux vraiment être. Et quand cette force grandit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde cesse de t'intimider, parce que tu découvres que la vraie sécurité n'a jamais été dehors. Elle a toujours été en toi. Stratégie 9. Ta pensée est l'origine de tout. Il existe quelque chose qui est en train de créer ta vie en ce moment même. Alors que tu écoutes cette vidéo, ce que tu penses quand personne ne te regarde, ce que tu te répètes en silence à propos de toi-même, de ton avenir, de ce que tu mérites ou ne mérites pas de vivre. Nous ne sommes pas ce que nous disons à voix haute, nous devenons ce que nous pensons de manière répétée. Chaque pensée insistante creuse un sillon dans l'esprit, et avec le temps, ce sillon devient un chemin, devient une habitude, devient une identité. Les stoïciens avaient compris cela bien avant la psychologie moderne. Pour eux, la pensée n'était pas seulement un commentaire intérieur, c'était un acte créatif, une force qui organise la manière dont tu regardes le monde et la manière dont tu te regardes à l'intérieur de ce monde. Pense-y de façon simple, si tu crois, au fond de toi, que tu es faible, tu vas agir comme quelqu'un de faible, tu vas reculer, tu vas te renfermer, tu vas dire « ce n'est pas pour moi » avant même d'essayer. Si tu crois que tu es capable, tu peux avoir peur, bien sûr, mais tu vas avancer malgré cette peur, et le monde ne répond pas à ce que tu souhaites, il répond à ce que tu fais. Tout ce que tu vis, les résultats que tu obtiens, le courage que tu ressens ou l'insécurité qui te paralyse, tout obéit à une loi qui ne se trompe jamais. Cause et effet, rien ne naît de rien, rien ne surgit dans le vide. D'abord il y a une pensée, ensuite un choix, ensuite une habitude, et seulement après, cela devient réalité. La Bible elle-même explique cela d'une façon qui traverse les siècles. Tout ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce n'est pas seulement de la religion, c'est une loi de la vie. L'esprit est le sol, la pensée est la graine, ta vie est la récolte. Si jour après jour tu sèmes des pensées de défaite, de comparaison, de ressentiment et de doute, tu es en train d'arroser un champ entier d'insécurité, d'anxiété et de paralysie. Tu ne peux pas récolter de la confiance sur une terre où tu n'as planté que de la peur. Mais lorsque tu commences à choisir consciemment ce que tu veux planter dans ton esprit, quelque chose change. Quand tu décides de te répéter « Je peux apprendre, je mérite de m'améliorer, je suis capable de supporter l'inconfort de grandir, j'ai de la valeur même quand personne n'applaudit », tu commences à transformer le terrain de l'intérieur. Le corps réagit, les choix changent, la posture change, l'énergie change. Et petit à petit, la réalité commence à s'ajuster à ce que tu as décidé de croire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Tu penses différemment, tu agis différemment, tu persistes d'une manière différente. Et la vie répond à ce nouveau niveau d'attitude. C'est pour cela que voici ton défi stoïque. Durant les 7 prochains jours, choisis une phrase qui renforce la personne que tu veux devenir. Et répète cette phrase chaque jour, à voix basse ou en pensée, surtout quand le doute apparaît. Cela peut être « Je domine mon esprit »,« Je peux apprendre n'importe quoi »,« Je mérite une vie ordonnée »,« Ma valeur vient de moi ». Écris cette phrase sur un papier, laisse-la bien en vue,
Relis-la quand la peur revient. Tu n'es pas en train d'essayer de te tromper. Tu es en train d'entraîner le terrain où ta vie prend naissance. Il existe quelque chose que presque personne ne comprend, mais qui change tout au moment où vous le percevez. Plus vous forcez, moins ça coule. Quand vous voulez quelque chose avec anxiété, l'esprit se met sous tension. Quand vous avez peur de perdre, tout devient une menace. Quand vous vous accrochez trop à un résultat, la vie commence à peser. Et ce n'est pas parce que le monde vous bloque, c'est parce que cet état intérieur, anxieux et crispé, ferme les portes. Le désir mélangé à la peur n'ouvre pas de chemin. Il crée de la résistance. Beaucoup de gens parlent d'abondance, répètent des phrases positives, essaient de croire que tout ira bien. Mais à l'intérieur, ils continuent de se comparer, de se sentir en retard, avec cette sensation constante qu'il manque quelque chose. Et tant que cette sensation existe, rien n'arrive avec légèreté. Le désir cesse d'être une force et devient une contrainte. Cette vidéo ne parle pas d'abandonner ce que vous voulez. Elle parle d'arrêter de vouloir de cette manière. Elle parle de lâcher l'urgence, d'arrêter de courir après tout et de commencer à devenir quelqu'un de plus calme, plus solide, plus prêt à recevoir sans anxiété, sans désespoir, sans attachement. Quand vous faites cela, tout change. Vos choix deviennent plus clairs, vos relations s'améliorent, les opportunités apparaissent avec moins d'efforts, même votre énergie devient différente. Aujourd'hui, vous pouvez changer votre état intérieur et cela commence par une action simple, laissez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être prêt à recevoir. Cette phrase marque le moment où vous arrêtez de courir après et commencez à vous aligner à l'intérieur avec ce que la vie essaie déjà de vous remettre. Commençons. Leçon 1. Tant que le désir vient du manque, rien n'arrive jusqu'à vous. La majorité des personnes demandent à partir d'un endroit dangereux. La sensation de « je n'ai pas »,« je ne suis pas »,« je n'y arrive pas ». Quand quelqu'un répète mentalement « je veux de l'argent »,« je veux de l'amour »,« je veux le succès »,« je veux être reconnu », bien souvent, ce qui vibre derrière est « aujourd'hui, rien de tout cela n'existe ici ». Le cerveau ne comprend pas le mot « ne pas », il comprend les images et les émotions. Quand quelqu'un dit « ne pense pas à un oiseau rouge », l'image apparaît immédiatement. Il en va de même avec nos désirs chargés de manque. Plus nous essayons de nier l'absence, plus l'esprit nous fait vivre à l'intérieur d'elle. Quand la demande naît de la peur, ce qui se manifeste est davantage de peur. Quand elle naît de la rareté, ce qui se manifeste est davantage de rareté. Quand elle naît de la panique de perdre, toute l'attitude commence à saboter ce qui était déjà en train d'arriver. C'est pour cela que tant de gens attirent exactement ce qu'ils redoutent le plus. Celui qui vit obsédé par l'idée de ne pas être licencié commence à agir comme quelqu'un d'insécurisé, tendu, paralysé. Celui qui a une terreur d'être abandonné finit par étouffer les relations jusqu'à ce qu'elles implosent. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Le désir chargé de manque est en pratique une opinion répétée selon laquelle « la vie me doit quelque chose », et cette opinion s'infiltre dans les choix, dans l'attitude, dans la manière de parler, jusqu'à devenir réalité. Le premier basculement est simple à comprendre et difficile à pratiquer. Il ne suffit pas de désirer davantage, il faut transformer l'endroit intérieur d'où naît le désir. Car tant que le désir vient de la peur, il pousse la vie. Quand il vient de la sécurité, il attire. Et comment transformer cet endroit intérieur? Ce n'est pas en répétant des phrases toutes faites, ni en faisant semblant de ne rien manquer, c'est en construisant peu à peu un état de cohérence intérieure. Cet état naît de 3 mouvements simples mais profonds. Le premier, observer le désir sans jugement. Se demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» et d'où ce vouloir est-il en train de naître? Rien que cette question affaiblit déjà le manque et renforce la conscience. Deuxièmement, repositionner le focus. Au lieu de penser à ce qui manque, pensez à ce qui est en train d'être construit maintenant. L'esprit crée la réalité à partir de ce qu'il répète, pas de ce qu'il regrette. Et troisièmement, agir comme quelqu'un qui est déjà en chemin. Pas comme quelqu'un désespéré par le résultat, mais comme quelqu'un qui honore le processus. Quand le comportement change, le désir change d'état. Il cesse d'être une supplication et devient une direction. C'est ainsi que l'on commence à entrer dans cet état de clarté où l'esprit cesse de réagir automatiquement et commence à répondre avec conscience.
Dans cet état, le désir ne crie plus « j'ai besoin ». Il se transforme en « je suis en train de devenir capable ». Et ce changement modifie tout. C'est pourquoi, avant de passer à la leçon suivante, laissez enregistrer un engagement envers cette nouvelle posture. Commentez « je choisis de désirer à partir de la force, pas du manque ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est la première pierre dans la reconstruction de votre état intérieur. Leçon 2. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes capable de soutenir. Un instant, pensez à cette image. Chaque personne est un récipient, un vase. Ce vase représente la capacité de soutenir des relations, de l'argent, des responsabilités, de l'impact, du sens. Le problème n'est pas de rêver grand. Le problème est d'avoir un vase fragile demandant une charge qui le brise. C'est pour cela que tant de gens sabotent leur propre progression. Quand un amour sain apparaît, l'ancien esprit sabote. Quand une opportunité plus grande surgit, l'ancienne identité repousse. Quand l'argent commence à augmenter, de vieilles habitudes l'expulsent. Ce n'est pas une punition, c'est l'incapacité de soutenir ce que l'on disait vouloir. Les personnes véritablement abondantes, dans n'importe quel domaine, ne vivent pas seulement en demandant. Elles s'occupent de devenir des récipients plus vastes et plus solides. Elles affinent leur caractère, développent la discipline, apprennent à gérer les frustrations, affrontent des responsabilités inconfortables, supportent les refus sans s'effondrer. Sénèque rappelait que la prospérité révèle le vice autant que l'adversité révèle la vertu. Sans préparation intérieure, toute conquête devient un poids. Le focus cesse alors d'être « comment obtenir plus » et devient « comment devenir quelqu'un qui sait recevoir, prendre soin et multiplier ce qu'il demande ». Quand vous devenez capable de recevoir, la vie cesse de ressembler à un test permanent et commence à devenir un champ d'expansion. Mais cette capacité ne naît pas le jour de la conquête. Elle naît bien avant, dans les petites habitudes, dans les choix invisibles, dans la discipline émotionnelle que vous pratiquez quand personne ne regarde. C'est l'entraînement silencieux du caractère qui renforce le récipient dans lequel les futures bénédictions seront déposées. Car il ne sert à rien de demander l'abondance avec un esprit qui ne connaît que la rareté. Il ne sert à rien de demander des relations vraies si votre manière d'aimer est encore blessée. Il ne sert à rien de demander des opportunités si la peur d'échouer paralyse encore vos pas. La vie ne répond pas à la demande, elle répond à la structure qui la porte. Et être prêt n'est pas la perfection, c'est la présence. C'est être capable de se regarder et de dire « Je sais où je dois encore grandir, je sais ce que je dois encore renforcer, et malgré cela, j'avance ». Ce mélange d'humilité et de fermeté crée le récipient intérieur capable de soutenir ce que vous désirez. La conquête sans préparation devient le chaos. La conquête avec maturité devient un héritage. Plus vous développez cette structure intérieure, émotionnelle, mentale et pratique, moins vous avez peur de perdre. Car celui qui est préparé ne s'attache pas, il gère. Celui qui est mûr ne gaspille pas, il transforme. Celui qui est entier n'écrase pas ce qu'il reçoit, il le fait fleurir. Alan Watts disait « La seule manière de donner du sens au changement est de plonger dedans, de bouger avec lui et de participer à la danse. » Et c'est exactement cela, être prêt. Ce n'est pas contrôler ce qui arrive, c'est grandir avec ce qui arrive. S'élargir pour contenir la nouvelle dimension de sa propre vie. Vous devenez réellement capable de recevoir au moment où vous comprenez qu'il n'existe pas de bénédiction sans transformation. Ce que vous désirez exige une version de vous plus consciente, plus stable, plus responsable, non pour souffrir, mais pour honorer ce que vous avez toujours demandé. C'est pourquoi, avant de continuer, laissez cette vérité s'installer en vous. L'univers ne remet pas ce que vous demandez. Il remet ce que vous êtes capable de soutenir sans vous briser. Et c'est ici que la leçon devient indéniable. Recevoir n'est pas un événement, c'est un état intérieur, et vous êtes en train de construire le vôtre maintenant. Leçon 3. Le corps cherche le soulagement. L'âme cherche le sens. À l'intérieur de chaque personne, il existe une bataille silencieuse. D'un côté, le corps, l'impulsion, la recherche de confort, de dopamine rapide, la fuite de la douleur. De l'autre, l'âme, le désir de sens, de contribution, de croissance, de justice. Le corps veut une gratification immédiate. Encore un défilement du fil, encore un sucre,
encore un raccourci. L'âme veut quelque chose qui dure, un travail porteur de sens, un projet qui serve d'autres personnes, une relation vécue dans la vérité. Pendant que le corps demande des raccourcis, l'âme demande du sacrifice, pas le sacrifice d'une souffrance vide, mais le sacrifice du plaisir immédiat au nom d'un bien plus grand. Cela signifie étudier quand il serait plus facile de se distraire, rester éthique quand tricher serait plus rentable, continuer à s'entraîner quand personne n'applaudit. Viktor Frankl, qui a traversé les camps de concentration, disait que l'être humain supporte presque n'importe quel comment lorsqu'il trouve un pourquoi. Quand le sens devient clair, la fatigue ne disparaît pas, mais elle trouve une direction. La véritable loi de l'attraction ne répond pas seulement à de belles images dans l'esprit, elle répond au type d'être humain que quelqu'un est en train de devenir. Plus la vie s'organise autour du sens, moins elle a besoin de mendier des miettes de plaisir pour survivre à la journée. Le plaisir cesse d'être une anesthésie et devient une conséquence. Pensez-y ainsi. Le corps veut du soulagement, l'âme veut de l'expansion. Et chaque fois que vous choisissez l'expansion plutôt que le soulagement facile, quelque chose en vous s'aligne, grandit, s'éveille. C'est à ce moment-là que la vie commence à vous faire confiance, non pas parce que vous avez demandé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un capable de recevoir. La transition commence quand vous cessez de demander « Comment puis-je supporter encore une journée ?» et que vous commencez à demander « Comment puis-je devenir quelqu'un qui prend plaisir à ce qu'il est en train de construire ?» Car il existe une différence immense entre vivre en supportant et vivre en donnant du sens. Le corps survit, l'âme fleurit. Regardez en vous et demandez-vous avec honnêteté « Qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer depuis si longtemps que mon corps continue d'étouffer ?» Peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas encore écouter, mais le silence que vous évitez est précisément l'endroit où la réponse est cachée. Leçon 4. Le problème n'a jamais été de vouloir trop, mais de se contenter de peu. De nombreuses traditions spirituelles ont été mal interprétées, et avec le temps, le désir a commencé à être vu comme quelque chose de sale, d'interdit, d'égoïste par nature. Cette déformation a créé des personnes qui tentent de tuer le désir au lieu de l'éduquer. Le problème n'est pas de désirer beaucoup, le problème est de désirer trop peu, seulement pour son propre nombril. Napoleon Hill écrivait que « toute réalisation commence par un désir ardent ». Aucune grande œuvre n'a été construite par quelqu'un de tiède, d'apathique, sans feu intérieur, mais ce feu a besoin de direction. Le désir sans sens produit des vices, des compulsions, une course vide au statut. Le désir aligné sur le sens produit du focus, de la discipline, le courage de traverser des processus longs. La bonne question n'est pas « est-ce mal de vouloir cela ?» La bonne question est « ce désir me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il du sens d'être utile, intègre et accompli ?» Quand le désir devient le véhicule du sens, l'énergie change. La recherche d'abondance cesse d'être une accumulation et devient une capacité à offrir davantage. La recherche de reconnaissance cesse d'être un manque et devient un impact réel. La recherche de croissance cesse d'être une fuite et devient une responsabilité. Le désir aligné est comme une flèche. Il ne gaspille pas sa force, ne se perd pas en chemin, ne se confond pas avec un faux éclat. Il sait vers où il pointe et, pour cette raison, il avance. Et voici le tournant final de cette leçon. Le désir n'est pas un ennemi spirituel, c'est un carburant moral. La question n'a jamais été désirer ou ne pas désirer, mais grandir suffisamment pour désirer des choses qui en valent la peine. Car lorsque votre désir s'aligne sur votre sens, vous ne courez plus après la vie. C'est la vie qui ouvre le chemin pour que vous passiez. Leçon 5. Les 4 mondes qui définissent votre réalité. Rien de ce qui existe n'est apparu à partir de rien. Toute réalité concrète, une entreprise, une famille, un livre, une chaîne, un effondrement ou un succès, est le fruit d'un processus de manifestation qui, bien souvent, s'est déroulé en silence. Ce chemin traverse 4 niveaux. D'abord, le désir, l'étincelle, l'intuition qui dit « cela doit naître ». Ensuite, le plan mental, la carte, les décisions, la stratégie. Troisièmement, le monde émotionnel, la croyance, le sentiment de mérite, la force intérieure pour supporter les retards, les frustrations et les chutes. Et quatrièmement, l'action physique, le travail, les tests, l'effort répété jusqu'à ce que quelque chose finisse par éclore.
On se perd toujours par déséquilibre. Soit on désire sans agir, soit on agit sans réfléchir, soit on réfléchit sans se sentir capable, soit on ressent beaucoup, mais on n'organise jamais de plan. La manifestation consciente intègre les 4 mondes, un désir clair, un plan lucide, des émotions mûres et des actions persistantes, même sans garantie. Pour comprendre cela simplement, pensez à cette image. Construire une vie, c'est comme tirer une flèche. Le désir est la cible, le plan mental est l'arc, l'émotion est la force avec laquelle vous tirez la corde. L'action est le moment où vous lâchez. S'il manque la cible, vous tirez n'importe où. S'il manque l'arc, rien ne tient. S'il manque la force émotionnelle, la flèche tombe à vos pieds. S'il manque l'action, l'arc ne tire jamais. Et c'est pour cela que tant de personnes essaient et ne voient aucun résultat. Soit elles veulent sans structure, soit elles planifient sans âme, soit elles ressentent sans agir, soit elles agissent sans sens. Parfois la personne a la vision, mais pas le courage. Parfois elle a le courage, mais pas la direction. Parfois elle a la direction, mais pas la discipline émotionnelle. Parfois elle a la discipline, mais ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Quand les 4 mondes ne dialoguent pas, la vie n'avance pas. William James disait que la foi consiste à tenir pour vrai ce qui ne se voit pas encore et, précisément en agissant ainsi, à le rendre réel. La foi ici n'est pas espérer, c'est intégrer. C'est penser comme celui qui désire, ressentir comme celui qui croit, agir comme celui qui construit. Car celui qui comprend ces 4 mondes cesse de blâmer le destin et commence à ajuster le processus. Quand vous alignez vouloir, penser, ressentir et agir, le monde extérieur cesse d'être un ennemi et devient une conséquence. La personne qui travaille dans ces 4 mondes ne se demande pas si cela va arriver. Elle sait que, tôt ou tard, une forme de résultat émerge, parce que la vie répond toujours à ce qui est cohérent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement intérieur. Leçon 6. La base de toute abondance réelle. L'abondance n'est pas seulement l'argent, c'est la stabilité émotionnelle, la clarté mentale, la force de caractère. Et pour soutenir tout cela, 3 forces doivent travailler ensemble, comme un trépied qui ne se brise jamais. La constance, faire un peu chaque jour, même sans applaudissements, même sans résultat immédiat. La cohérence, aligner la pensée, la parole et l'action, vivre ce que l'on dit, soutenir ce que l'on promet. La certitude, maintenir la vision allumée, même lorsque le monde extérieur semble aller dans la direction opposée. Quand l'un de ces piliers faiblit, toute la vie devient instable. Et l'histoire d'Abraham Lincoln le montre avec une clarté brutale. Des défaites politiques successives, des faillites, des pertes familiales dévastatrices, des échecs qui auraient brisé n'importe qui, jusqu'au jour où il est devenu président. Ce qui a soutenu cette traversée n'était pas un don spécial, c'était l'addition silencieuse de ces 3 éléments. Il était constant dans ses efforts, cohérent avec ses principes, et certain de son chemin, même lorsque rien ne confirmait ses attentes. Ce n'était pas de la chance, c'était une structure intérieure. C'était quelqu'un qui est tombé à ajuster et à continuer jusqu'à ce que la réalité se courbe devant la persévérance. Le problème est que nous vivons aujourd'hui dans une société de verre. La moindre critique brise, le moindre non paralyse, le moindre obstacle devient une justification pour abandonner. Mais le stoïcisme nous rappelle que le vase doit être suffisamment solide pour supporter les chocs de la vie et aussi le poids du succès. Car beaucoup de gens croient qu'ils n'arrivent pas à gagner par manque d'opportunités, alors qu'en réalité, il manque la préparation pour soutenir ce que la victoire exige. Chaque fois qu'une personne pense quelque chose et ne le fait pas, promet et ne tient pas, dit qu'elle va changer et revient à l'ancien schéma, elle nourrit le chaos intérieur et fragilise son propre vase. C'est comme fissurer un récipient de l'intérieur. Il peut sembler intact, mais il ne supporte pas le poids de ce qui arrive. La cohérence est une forme de magie. Quand une personne dit « ça va arriver » et que, pas à pas, elle construit cela, aux yeux des autres, cela ressemble à un miracle. En réalité, c'est de la constance appliquée dans le temps, c'est de la confiance accumulée, c'est une certitude intérieure qui guide chaque petite action. Et voici le point que presque personne ne perçoit. La certitude ne naît pas d'un grand moment. Elle naît de dizaines de petits moments où vous choisissez de ne pas abandonner.
La cohérence ne vient pas de la perfection. Elle vient de la décision de se réaligner chaque fois que l'on s'écarte. La constance ne se construit pas dans des jours extraordinaires. Elle se construit dans la répétition humble de l'ordinaire. Ensemble, ces trois forces transforment n'importe qui en quelqu'un capable de soutenir une abondance réelle. Car lorsque vous devenez cohérent avec ce que vous dites, constant dans ce que vous faites et certain du chemin que vous suivez, la vie reconnaît cette fermeté et ouvre de l'espace pour que le nouveau puisse arriver. Et pour sceller ce mouvement intérieur, laissez cela enregistrer, non comme une phrase isolée, mais comme un pacte avec vous-même. Aujourd'hui, je choisis d'agir comme quelqu'un qui soutient ce qu'il désire. C'est la fondation silencieuse de toute abondance durable. Leçon 7. Celui qui ne supporte pas de grandir rejette le rêve des autres. Il existe une règle subtile que beaucoup ignorent. Les idées ne sont pas des jouets, ce sont des graines. Toute grande réalisation, un livre, une entreprise, un projet de vie, une transformation profonde, commence dans un territoire intérieur silencieux, où quelque chose de nouveau demande à naître. Quand un esprit entre en contact avec une grande idée, il ne reçoit pas seulement un éclair de lucidité, il reçoit une responsabilité. C'est comme si la vie disait « Voici une possibilité. Maintenant, prends-en soin. » Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils exposent trop tôt ce qui est encore fragile. Car raconter un rêve à n'importe qui, c'est comme planter une graine dans n'importe quel sol. Certains sols sont fertiles. D'autres sont durs, secs, pleins d'épines, et pire encore parfois remplis de peur et de frustrations non résolues. Et quand quelqu'un qui vit petit écoute un grand rêve, la réponse vient souvent sous forme de doute, d'ironie ou de mépris. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'incapacité. Celui qui ne croit pas en son propre potentiel a du mal à croire en celui des autres. Et ces paroles, lorsqu'elles atteignent un esprit encore insécurisé, agissent comme le gel sur une jeune plante. Elles ne tuent pas l'idée immédiatement, mais elles la durcissent, la rétrécissent, lui font douter de son propre droit d'exister. C'est pourquoi les grands rêves ont besoin de silence. Ils ont besoin d'être nourris avant d'être exposés, renforcés avant d'être expliqués, structurés avant d'être montrés à ceux qui ne savent même pas prendre soin de leurs propres graines. Ce n'est ni du secret ni de la paranoïa, c'est de la maturité. Une idée est une vieille connaissance de la psychologie, un schéma mental qui cherche à se manifester dans le monde physique. Mais elle ne peut traverser ce pont que si elle est soutenue par quelqu'un qui a de la clarté, de la constance et du courage. De la même manière que l'agriculteur protège la jeune pousse du vent et de la pluie jusqu'à ce qu'elle prenne racine, vous devez aussi protéger vos idées des opinions fragiles, des critiques hâtives et des projections des autres. Partagez vos rêves uniquement avec ceux qui ont les mains propres, le regard bienveillant et un esprit qui ne cherche pas à détruire ce qu'il ne comprend pas. Et souvenez-vous de cette vérité. Les idées mûrissent dans le silence et fleurissent dans l'action, pas dans l'exposition prématurée. Maintenant, un pas pratique, simple, mais puissant. D'abord, écrivez votre projet en une phrase. La clarté est un fertilisant. Ensuite, choisissez une seule personne de confiance pour valider l'idée si nécessaire. Cela atteste de la force, pas de la fragilité. Puis, exécutez immédiatement un petit pas. L'action protège la graine de l'oubli. Avant de passer à la leçon suivante, réaffirmez cette posture en vous. Commentez ici en dessous. Je protège les graines de mes idées. Leçon 8. Le chaos ne met pas fin à l'histoire. Il annonce le tournant. L'abondance, dans de nombreux enseignements, est décrite comme un flux, comme une rivière. Il y a des périodes où cette rivière déborde et des périodes où le lit semble sec. Quand le solde bancaire baisse, quand une relation se termine, quand un projet s'effondre, l'esprit a tendance à décréter « tout est perdu, rien ne marche, la vie est injuste ». C'est précisément à ce moment-là que se décide si le chaos sera un commencement ou une condamnation. Les sages stoïciens enseignaient « la personne véritablement sage voit le chaos comme quelque chose qui est déjà en train de se terminer ». Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une posture. Si quelqu'un regarde une phase de rareté comme une sentence éternelle, le désespoir s'installe, et le désespoir conduit à des décisions confuses qui prolongent la souffrance. Si quelqu'un regarde la même phase comme un hiver, dur, froid, mais faisant partie d'un cycle,
L'esprit commence à chercher ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut laisser partir. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce n'est pas une belle phrase, c'est une carte. Le problème n'est pas la chute, c'est l'histoire que l'on raconte à son sujet. La loi de l'attraction ne signifie pas obtenir toujours ce que l'on veut. Elle signifie comprendre que tout porte un sens et que le désir alors se tourne vers la transformation et non plus seulement vers l'exigence. Leçon 9. Servir est le chemin le plus court vers l'abondance. Il existe un schéma curieux. Les restaurants toujours pleins sont presque toujours ceux qui pensent à l'expérience de celui qui entre. Les entreprises durables sont celles qui résolvent des problèmes réels de personnes réelles. Les relations profondes sont celles dans lesquelles quelqu'un se donne avec authenticité, et pas seulement en attendant d'être comblé. Très tôt, beaucoup de personnes ont appris à voir l'argent comme quelque chose de sale, l'ambition comme quelque chose de honteux, la richesse comme quelque chose de suspect. Cette vision crée un paradoxe. En même temps que l'on désire avoir plus, il existe une culpabilité à désirer, et cette culpabilité sabote toute tentative de croissance. Le stoïcisme indique une autre logique. La pauvreté, avant d'être un manque de ressources, est une déconnexion avec la lumière, avec la capacité de produire, de servir, de multiplier. L'abondance n'est pas accumulée par vanité, c'est avoir assez pour soutenir son propre chemin et encore déborder. Les grands bienfaiteurs du monde ne sont pas ceux qui ont seulement gardé, ce sont ceux qui ont donné du savoir, du temps, des structures, des opportunités, des ressources. Pour donner, il faut avoir. Pour avoir avec paix, il faut que le focus ne soit pas l'ego mais la valeur authentique offerte. Quand quelqu'un crée un travail en pensant seulement « combien cela va me rapporter », le résultat est fragile. Quand il crée en pensant « comment cela peut améliorer la vie de celui qui reçoit », tout le champ change. Peut-être que cette idée provoque de la résistance, parce que beaucoup ont grandi en croyant que servir, c'est s'annuler, que donner, c'est perdre, que contribuer, c'est se sacrifier. Mais c'est une déformation. Servir, ce n'est pas se diminuer, c'est utiliser sa propre force de manière intelligente. C'est transformer ce que vous savez, ce que vous avez vécu, et ce que vous portez en quelque chose qui améliore la vie de quelqu'un. Celui qui comprend cela ne se vide pas, il s'étend. L'abondance ne naît pas de l'accumulation, elle naît du flux. Et le flux n'existe que lorsque vous entrez dans la posture de quelqu'un qui apporte quelque chose de réel au monde, une compétence, une présence, une solution, une force, un soin. C'est pourquoi, avant d'attendre que la vie vous récompense, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux déjà offrir aujourd'hui avec ce que j'ai maintenant ?» Cette question change l'énergie, change la posture, change la destinée. Car lorsque vous servez avec conscience, vous cessez d'être un demandeur et vous devenez une source. Et tout ce qui est source ne se tarit jamais, cela grandit. Vous cessez de vous relier au monde comme consommateur et vous commencez à vous relier comme créateur. Les créateurs ne vivent pas dans la rareté. Les créateurs n'attendent pas que des portes s'ouvrent, ils construisent des chemins. Et tout ce qui est construit à partir d'une valeur authentique trouve inévitablement un retour. Tout ce que vous nourrissez grandit. Tout ce que vous offrez revient sous une autre forme. Tout ce que vous répandez revient, tôt ou tard, sous forme de direction, d'opportunité ou de force. C'est pourquoi, terminez cette leçon en assumant une nouvelle posture intérieure, non pas celle de celui qui attend, mais celle de celui qui contribue. Écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de servir avec ce que j'ai déjà. Cette phrase ne marque pas seulement la fin du sujet. Elle marque le début d'un nouveau mouvement en vous. Le mouvement de celui qui a compris que la véritable abondance commence à l'instant où il devient utile au monde. Leçon 10. Quand vous cessez d'avoir besoin, la vie commence à se rapprocher. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme un catalogue de commandes, mais comme le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Dans le monde physique, les opposés s'attirent. En nous, les semblables appellent les semblables. Quand quelqu'un vit prisonnier de la sensation de manque, il finit par attirer des situations qui confirment cette rareté. Et celui qui répète mentalement « personne ne me comprend »,« rien ne fonctionne pour moi », les choses ne s'améliorent jamais, commence à ne voir que des preuves de cela, même lorsque la vie offre des chemins différents.
Mais quelque chose change lorsque la personne cesse de désirer à partir du manque et commence à agir à partir de ce qui est déjà possible aujourd'hui. Quelque chose change d'axe. L'amour cesse d'être supplié et commence à grandir dans des relations réciproques. L'argent cesse d'être une course désespérée et devient le résultat de projets bien réalisés. La reconnaissance cesse d'être un besoin et devient une conséquence naturelle. Viktor Frankl disait que le succès et le bonheur n'arrivent pas à ceux qui courent après eux, mais à ceux qui vivent avec du sens. Avec l'abondance, c'est pareil. Plus vous essayez d'attirer, moins vous attirez. Plus vous travaillez à devenir quelqu'un de cohérent, présent et précieux, plus la vie s'organise autour de vous. Imaginez une fenêtre la nuit. Si à l'intérieur de la maison toutes les lumières sont allumées, la vitre ne renvoie que son propre reflet. Quand la lumière intérieure s'adoucit, tout ce qui est dehors se révèle avec netteté. Lâcher l'urgence, c'est cela. Diminuer le bruit intérieur et permettre au monde de réapparaître. Tant que vous êtes concentré uniquement sur « j'ai besoin », vous ne voyez ni les opportunités, ni les personnes, ni les chemins. Quand vous lâchez, vous voyez ce qui a toujours été là. Chaque personne qui apprend cela dans la pratique comprend que l'abondance n'est pas un coup de chance, c'est une posture quotidienne. C'est le courage de cesser d'exiger que la vie change et de commencer à changer la manière dont on se positionne face à elle. Et la vérité est simple. Lâcher l'urgence ne vous éloigne pas de ce que vous voulez. Cela vous place dans l'état où vous pouvez enfin le recevoir. L'urgence contracte, ferme, déforme. Le calme aligne, élargit, éclaire. L'urgence vous place dans un angle mort, vous fait courir sans voir le sol. Le calme vous rend la vision. L'urgence vous fait poursuivre. Le calme vous permet de choisir. Ce qui est vraiment à vous n'a pas besoin d'être saisi par la force. Cela a besoin que vous soyez disponible, attentif et entier pour accueillir quand cela arrive.